Comme vous pouvez le constater, vous le voyez bien sûr sur l'écran. Donc, je vais commencer tout d'abord dans mon plan avec une introduction. Et puis, premièrement, je vais discuter la notion de variable dans la théorie épistémologique. Deuxièmement, on va voir la place des variables dans la construction du modèle d'analyse. Troisièmement, il s'agira de la classification des variables, c'est-à-dire essayer d'avoir une typologie des variables. Et quatrièmement, et finalement, on va bien sûr voir un titre d'exemple, un type d'explication est utilisé souvent dans les sciences sociales. Il s'agit de les systèmes de variables en relation causale. Et bien sûr, on va terminer avec une conclusion. Alors, tout d'abord, les variables sont dans le domaine de recherche, elles sont très intéressantes parce que c'est grâce à eux qu'on obtient une relation entre la théorie et le terrain. C'est-à-dire, on ne peut pas passer de la théorie, des concepts, de quelque chose qui est abstraite à quelque chose qui est concrète, tangible, sans passer par un processus. Ce processus, ou bien de ce processus qui s'appelle le processus, bien sûr, de recherche, il est articulé, ou bien il est lié par les variables. Donc, on peut dire que les variables, ce sont le lien ou bien l'articulation entre ce qui est théorie, c'est-à-dire concept, et ce qui est terrain, c'est-à-dire la réalité tangible. Alors, la notion de variable dans la théorie épistémologique. Regardez avec moi cette situation affichée sur l'écran. Supposons qu'un club sportif, par exemple, peut connaître la satisfaction de ses adhérents vis-à-vis de ses services. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, maintenant, je propose un club sportif. Ça peut être, par exemple, une entreprise, ça peut être un parti politique, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ce club sportif, pour savoir la satisfaction de ses adhérents, il y a une problématique qui se pose, il y a une question qui se pose. La satisfaction n'est pas une réalité tangible, une donnée observable directement. C'est-à-dire, si ce club, les dirigeants de ce club veulent connaître la satisfaction, ils ne sont pas, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire, ils vont ouvrir la porte, sortir et ils vont voir la satisfaction. Donc, c'est un problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont opter pour une mesure. Ils doivent mesurer la satisfaction. Bien sûr, cette satisfaction, il est mesurée grâce à ce qu'on appelle les questions. Les questions, bien sûr, ils vont se contenter de poser une question, deux questions, trois questions, jusqu'à N questions. Par exemple, à titre d'exemple, ils vont sortir et demander à leurs adhérents, ou bien leur poser cette question, êtes-vous satisfait de service de notre club sportif? Ils vont leur proposer des quatre modalités. 1, très insatisfait. 2, insatisfait. 3, satisfait. 4, très satisfait. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a quatre modalités allant de 1 à 4. Bien sûr, les adhérents ou bien les personnes interrogées, ils vont choisir une réponse. Comme vous pouvez le constater, donc, comme vous pouvez le constater, donc, cette question, bien ces modalités, ils vont de 1 jusqu'à 4. Ils vont de 1 jusqu'à 4 sur une échelle. Donc, cette échelle de réponse, il va de 1 à n. Donc, ici, on a choisi 4, par exemple. Je peux, par exemple, aller choisir 5 ou bien 6 ou bien même je peux aller au-delà jusqu'à 10 modalités. À condition que n est strictement supérieur à 3 et bien sûr 1, c'est très satisfait, 1 très satisfait et n ou bien ici qui est 4, c'est très
bon, un très insatisfait et 4 ou bien n très satisfait. Donc, sur cette échelle, je peux choisir plusieurs modalités. Au bout de cette requête, ou bien au bout de cette interrogation, ou bien de ces questions, les gens qui administrent ce questionnaire ou bien cette question, ils vont obtenir une moyenne de réponses. C'est-à-dire, s'ils ont interrogé 100 personnes, ils vont avoir une moyenne de réponses de ces 100 personnes qui sont interrogées. Donc, en calculant la moyenne de ces réponses, ils vont avoir le degré ou bien la mesure de la satisfaction qui est ici une réalité. Voilà donc. Très bien. Alors, cette réponse qui est obtenue, il devient un fait, Il devient un fait. Donc, regardez bien, on a passé d'un concept à une réalité, à un fait. Donc, ce fait-là, il pose un très grand problème au niveau épistémologique et méthodologique. Pourquoi? Parce que c'est une représentation, bien, c'est une représentation de la réalité. C'est pas une réalité, c'est pas la réalité elle-même. Il est différent de la réalité. C'est pas la réalité elle-même. Parce que on a passé de la satisfaction, mais il est concrétisé sur la réalité, ou bien sur le terrain, il est concrétisé par une question. Donc, à quel point cette question représente vraiment, ou bien les réponses qui sont obtenues, à quel point il représente vraiment la réalité de la satisfaction. C'est pour cela, donc, on a un tas d'écrits ou bien de littérature sur ce sujet-là, bien sûr, sur la représentation de la réalité, depuis Platon et Kant, qui discutent que le monde est relatif, ou bien la réalité est relative, que ce soit au niveau des énoncés et même au niveau des choses elles-mêmes. C'est pour cela, par exemple, je vais citer ce que Jean Rosson a écrit dans son ouvrage Invitation à la philosophie, Invitation à la philosophie des sciences, à la page 128. Donc, il distingue quatre théories principales. Le réalisme fort, dans lequel, ou bien qui suppose que la réalité est une autonomie propre de la pensée de l'homme et qu'il est totalement connaissable par des méthodes appropriées. Le réalisme, ou bien le réalisme faible, qui suppose que, ou bien qui admet que l'autonomie de la réalité, mais est très réservée sur la capacité de connaître facilement cette réalité. Puis le positivisme instrumentaliste, qui ne s'intéresse qu'au comment. Le positivisme instrumentaliste qui s'intéresse au comment et non au pourquoi. Pour le positiviste, c'est-à-dire le chercheur qui adopte cette théorie, il s'agit de savoir comment mesurer. Tout le reste n'appartient que la métaphysique. Donc, la question qui intéresse le positivisme instrumentaliste, c'est la question de comment. Et finalement, le positivisme idéaliste qui dit ou bien qui a ce postulat, seul existe l'idée du monde en son esprit. L'accord que je rencontre avec les autres sur les mesures que je fais n'est qu'une idée. C'est-à-dire, on est dans le positivisme idéaliste. Alors, quelle est la solution? Donc, on a un problème. On a dit que le concept ou bien la réalité, elle est différente de la vraie réalité lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on est dans une recherche de terrain. Quelle est donc la solution? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en tant que chercheur scientifique, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va cerner les effets, les construire. On doit cerner les effets et les construire. C'est-à-dire, il faut adopter des méthodes et des outils qui vont
qui vont nous aider à représenter le plus possible la réalité en tant qu'elle est dans la réalité, c'est-à-dire en tant qu'elle-même. D'accord. Comment cerner les effets, comment les construire? Eh bien, ça, c'est grâce à ce qu'on appelle le modèle conceptuel. Je cite ici une citation de Girard Forest dans son ouvrage La construction des sciences, page 32. Qu'est-ce qu'il dit? On n'observe donc pas passivement, mais on structure ce qu'on veut observer en utilisant des notions qui paraissent utiles en vue d'avoir une observation adéquate, c'est-à-dire qui répondent au projet que l'on a. Et c'est alors qu'on dit qu'on observe des faits. Donc ici, on peut clairement le constater qu'il s'agit, c'est pas, regardez bien, on n'observe pas passivement, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une observation sauvage comme ça, une observation naïve. Non, il n'est pas passive, il est structuré, c'est-à-dire l'observation doit être structurée avec des méthodes, avec des outils qui sont rationnels et qui sont inscrites dans une logique scientifique. Bien sûr, en partant des notions qui nous paraissent bien sûr utiles pour nous, c'est-à-dire qui vont travailler notre projet. Donc, pour avoir une observation adéquate. Et c'est alors qu'on dit qu'on observe des faits. Très bien. Alors, donc, je vais schématiser ce qu'on a déjà dit. Donc, on a le concept, on a la réalité. On a le concept, on a la réalité. Le concept ne représente pas la réalité elle-même, c'est-à-dire il y a une absence d'adéquation entre le concept et la réalité. Alors, on doit faire appel, ou bien il y a une médiation du fait, c'est-à-dire à partir du concept, on construit les faits, à partir du concept, on construit les faits, et à partir de la réalité, il y a une transposition ou bien une représentation de la réalité. Représentation, excusez-moi, je n'écris pas bien sur l'écran. Bon, il y a une représentation de la réalité. Donc, les faits sont une représentation de la réalité. Et à partir du concept, on va construire, on va élaborer des outils ou bien ce qu'on appelle des modèles qui vont nous permettre de faire une observation scientifique. Bon, ce schéma qui représente la nature épistémologique, la relation entre concept et réalité. Donc, il est cité dans Stafford, les analyses statistiques multivariées, page 5. Alors, la problématique, donc, on est en tant que chercheur, ou bien dans notre projet de recherche, que ce soit une thèse ou bien un article scientifique, on a une problématique. On a une problématique qui est théorique. Et on doit descendre dans le terrain pour faire la mesure. Alors, comment on doit lier entre cette problématique qui est théorique et cette mesure qui est sur le terrain? C'est grâce à un modèle. C'est ce qu'on appelle, les modèles, c'est une représentation structurée de la réalité observée. Donc, il est structuré. L'observation, c'est-à-dire lorsque je vais de la problématique au terrain, c'est-à-dire de la théorie à la mesure, je vais aller avec un outil qui est le modèle, qui représente une représentation structurée de la réalité. Donc, ce modèle, il peut être qualitatif ou bien quantitatif. Et ce modèle, c'est quoi en réalité? Ce modèle, c'est l'étude, ou bien c'est un ensemble de relations entre plusieurs variables. Et alors là, on arrive à notre notion qui nous intéresse, ce sont les variables. Donc, on a conclu que
ou bien on est arrivé à dire que les variables sont des parties composantes de ce modèle conceptuel qui va de la problématique, c'est-à-dire de la théorie, au terrain, c'est-à-dire la mesure. Deuxièmement, donc, notre deuxième partie va être consacrée à la place des variables donc, dans la construction du modèle d'analyse. Donc, on va aller plus loin dans cette inscription des variables dans la construction du modèle d'analyse. Donc, notez bien que le modèle d'analyse, il est différent du modèle statistique. Donc, le modèle d'analyse, c'est pas le modèle statistique parce que le modèle statistique, c'est autre chose. Si vous voulez, on va lui consacrer une autre intervention. Maintenant, on va se contenter de parler justement du modèle d'analyse. Alors, la construction du modèle d'analyse, et bon, il y a plusieurs nominations. On peut l'appeler, que ce soit par exemple, il y a des chercheurs qui l'appellent les modèles d'analyse. Il y en a d'autres qui les appellent, ou bien qui l'appellent la conceptualisation, c'est-à-dire élaboration des concepts, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est c'est-à-dire la structuration de la recherche, la structuration de l'observation, la structuration, ou bien la délimitation du champ de recherche, la délimitation du terrain de travail. Nous allons, pour illustrer cette construction de modèle d'analyse, j'ai trouvé très, très, très pertinent d'illustrer l'exemple par un exemple de Émile Durkheim dans son ouvrage très classique qui s'appelle Le suicide. Bien sûr, il est sur Internet si vous voulez le consulter. Bon, il s'agit dans cet ouvrage, il essaye de déceler le problème ou bien le phénomène qui est le suicide. Il essaie de répondre à la question pourquoi il y a beaucoup de suicides dans certains pays, surtout à l'Europe. C'était au début des années, au début du 1800, vers 1897, 1900. Il a essayé, donc, il a remarqué qu'il y a plusieurs cas de suicide dans des pays européens. Alors, il s'est posé la question, quelles sont les causes du suicide? Bien sûr, un chercheur, il a toujours une intuition, c'est-à-dire il ne peut pas aller faire une recherche sans avoir un certain bagage. Cette intuition, bien sûr, cette intuition, il est formé, il est construite grâce à une certaine accumulation de savoir, que ce soit l'expérience, les lectures, l'observation du terrain, des histoires, je ne sais pas. Donc, il a toujours le chercheur, il rentre dans un domaine de recherche, il a certainement un bagage un bagage primitif qui va lui permettre de commencer, d'entamer la recherche. Alors, grâce à son intuition, il a supposé que le suicide est un phénomène qui est lié directement au fonctionnement de la vie en société. C'est-à-dire, il y a le suicide, il est dû à une pathologie dans le fonctionnement de la vie en société. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher, bien sûr, les causes sociales du suicide. Pour ce faire, il a formulé des hypothèses. Quelles sont les hypothèses qu'il a formulées? Bien sûr, il a formulé plusieurs hypothèses. Il a lié la cohésion sociale, ou bien le suicide, à la cohésion sociale. Comment il l'a fait? Tout d'abord, ce concept de suicide, il doit être quantifié, mesuré. Comment on va quantifier le concept de suicide? C'est grâce à la recherche des taux de suicide. Donc, on était ici dans le concept, on est passé à une quantification, une mesure, le taux de suicide, que ce soit par année, que ce soit
par an, bien sûr, que ce soit par 1000 habitants, par 100 000 habitants, pour 1 million d'habitants. Et la cohésion sociale, comment on va mesurer la cohésion sociale? Donc, on va la mesurer à travers le degré de la cohésion sociale. Donc, la première hypothèse consiste à établir une relation entre le degré de la cohésion sociale et le taux de suicide. Ça veut dire, si le degré de la cohésion sociale diminue, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va bien sûr provoquer l'augmentation du taux de suicide. C'est bon? Donc, ici, on a le concept 1 qui est le suicide et le concept 2 qui est la cohésion sociale. Très bien. Alors, pour passer à une autre étape, on doit concrétiser ces deux concepts. Bien sûr, le taux de suicide et le degré de la cohésion sociale. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on entend? On va chercher qu'est-ce qu'on entend par le suicide, qu'est-ce qu'on entend par la cohésion sociale. Parce que pour éviter le flou et l'ambiguïté et essayer de cerner plus les concepts dans la réalité. La première des choses à faire, il va bien sûr définir le suicide. Qu'est-ce que le suicide? Et qu'est-ce que le taux de suicide? Dans son ouvrage, on peut clairement le trouver. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat. C'est-à-dire le suicide. Lorsque je vais chercher dans le terrain le taux de suicide, qu'est-ce que je vais chercher? Par exemple, est-ce que je vais chercher les morts ou bien les gens qui sont morts par des accidents? Non, parce qu'ils ne sont pas inscrits dans cette définition. Est-ce que je vais chercher, par exemple, les vieux bien les gens qui meurent dans l'hôpital grâce à bien à cause d'une crise cardiaque? Non, je ne vais pas m'intéresser à ces cas-là parce qu'il n'est pas inscrit dans cette définition. Cette définition, il cerne les cas dans lesquels, ou bien sûr, lesquels je vais travailler. Donc, c'est une définition précise. Pourquoi? Pour éviter toutes les confusions qui conduiraient à prendre en compte ce qui ne doit pas l'être. Par exemple, les cas qui se donnent, bien les personnes qui se donnent accidentellement à la mort ou à omettre bon, les gens qui sont pas, qui n'acceptent pas leur propre mort. Très bien. Donc, c'est pour le premier concept. Pour le deuxième concept, il va chercher les dimensions de la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est quelque chose qui est théorique, qui est flou, qui n'est pas clair. Qu'est-ce qu'il va faire pour la cerner? Il va chercher les dimensions de la cohésion sociale. Bon, il est intéressé à deux dimensions de la cohésion sociale. Il s'est intéressé à la cohésion religieuse et la cohésion familiale. Parce qu'il a, pour Durkheim, la cohésion sociale, il se manifeste en deux dimensions, la cohésion religieuse et la cohésion familiale. Bien sûr, nous allons nous intéresser seulement à la cohésion religieuse parce qu'on ne va pas parler dans cet exposé sur la cohésion familiale. Alors, la cohésion religieuse. Pour étudier la cohésion religieuse, il va chercher les manifestations concrètes, les traits observables. Comment chercher les manifestations concrètes de la cohésion religieuse? On va passer obligatoirement par les indicateurs. Les indicateurs, ce sont eux qui vont nous permettre de, euh, de, 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 de toucher
c'est-à-dire de voir directement, concrètement, la cohésion religieuse. Bon, elle s'est contentée, Durkheim s'est contenté d'étudier 5 indicateurs. Il a commencé tout d'abord par la place du libre examen, puis l'importance numérique du clergé, puis l'emprise de la religion sur la vie quotidienne, puis le caractère légal au nom de nombreuses prescriptions religieuses, et finalement les pratiques de nombreux rites en commun. Bien sûr, cette figure, il est cité dans le manuel des sciences sociales, écrit par Von Koppenau de Tikivi, la page 112. Donc, ce schéma nous représente comment on est parti de la cohésion religieuse à des manifestations qui sont concrètes, qui s'appellent bien sûr les indicateurs. Donc, si je suis sur le terrain, je peux mesurer la cohésion religieuse à travers ces 5 indicateurs. Donc, ces indicateurs permettent l'observation. La mise en relation de ces indicateurs, ce sont des variables, permettent la vérification de l'hypothèse qui est déjà posée auparavant. Il y a aux précisions concernant le mot indicateur et variable. Parfois, on peut parler d'un indicateur comme variable et parfois un ensemble d'indicateurs peuvent constituer une variable. Un ensemble peut constituer une variable. Donc, c'est selon le type de la recherche, selon les objectifs du chercheur, qu'est-ce qu'il va adopter? Est-ce qu'il va adopter, par exemple, est-ce qu'il va étudier chaque indicateur comme variable ou bien il va traiter toutes les variables ou bien tous les indicateurs en tant qu'une seule variable. Donc, ce modèle d'analyse, ou bien le modèle d'analyse, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble structuré, cohérent, composé de concepts avec des dimensions et leurs indicateurs, bien sûr, et des hypothèses. Tous ces éléments, ils sont articulés les uns aux autres. C'est ça donc le modèle d'analyse. Donc, c'est un ensemble structuré et cohérent de concepts, des dimensions des concepts et des indicateurs, et bien sûr, avant tout, des hypothèses. Tout cela, il est articulé les uns aux autres. Très bien. Je vais maintenant passer à la typologie des variables. Bon, bien sûr, il y a plusieurs typologies de variables selon le champ d'étude et selon la vision ou bien le regard, selon le regard. Je vais aborder variable indépendante vs variable dépendante. Donc, je vais me faire le départ ou bien je vais illustrer avec la relation entre le taux de suicide et le degré de la cohésion sociale. Donc, comme on l'a déjà signalé, le degré de la cohésion sociale influence le taux de suicide, c'est-à-dire si le degré de la cohésion sociale augmente, le taux de suicide diminue. Donc, le degré de la cohésion sociale représente une variable explicative du taux de suicide qui est une variable expliquée. Autrement dit, on peut dire que le taux de suicide est une variable dépendante qui dépend de quoi? Qui dépend du degré de la cohésion sociale. Donc, la relation de dépendance entre deux variables, c'est que s'il y a une influence entre variable x et une variable y, si par exemple la variable y augmente, la variable x, que ce soit il augmente ou bien il diminue. Et c'est la même chose. Si la variable y diminue, c'est-à-dire il provoque une diminution, bien une augmentation chez la variable x. En sciences sociales, le plus souvent, donc les variables dépendantes sont d'ordre comportemental, c'est-à-dire je peux étudier par exemple l'allégeance politique, les sports pratiqués, le recours à la violence, le comportement de consommation, qui sont les produits consommés, qui sont les produits qui ne sont pas consommés, et les variables dépendantes, c'est-à-dire tout ce comportement, bien ces variables dépendantes à caractère comportemental, ils sont expliqués par
des variables qui sont de genre socio-économique, c'est-à-dire l'âge, les revenus, niveau d'instruction, catégorie professionnelle, ainsi de suite. Il y a aussi une autre typologie qualitative, quantitative. Il y a des variables qualitatives qui sont d'ordre nominal, par exemple la profession, et ordinal, c'est-à-dire qui ont un ordre entre les variables. Il y a un ordre, ou bien c'est pas entre les variables, mais dans les réponses des variables, il y a un ordre. Aussi, il y a des variables quantitatives qui sont de type d'intervalle ou bien de rapport, que ce soit par exemple l'année de naissance, ou bien l'âge, ou bien la température. Donc, ce sont des variables quantitatives de deux types. Il y a bien sûr d'autres types. Par exemple, Blalock, il distingue entre variables mesurables qui sont définies sur des individus. Lazarsfeld, il distingue aussi ou bien il parle des variables structurelles, c'est-à-dire qui ont des rapports, des propriétés relationnelles. محمد بوعلام، واحد الدقيقه اسمح لي نقاطع لك الهضره ديالك. مرحبا. سيل فو بلاي، ما ديروش كونفيرماسيون دو بريزونس في الشات. سيل فو بلاي الشات خاص بالاسئله فقط. الله يجزيكم بخير. اللين دو كونفيرماسيون دو بريزونس غنحطوه في الاخر، غنبارطاجيوه في الاخر ديال السيونس. دونك خليو الشات غير لي كيستيون، بلا ما ديروا فيه لي زيميل ديالكم، حيت راه اصلا ما غادي يكون عنده تنفع. دوك لي زيميل ما عندهمش تنفع. الله يجزيكم بخير. اللين دو كونفيرماسيون دو بريزونس خليوه حتى الاخر، غادي نحطوه في الاخر. الشات خاص بلي كيستيون اللي كيتعطاو الباحثين، الاساتذه باردون، الاساتذه والمقدم. نعم. تفضل سي بوعلام، واعتذر. تفضل. D'accord, avec plaisir. Donc, il y a le variable concept, par exemple, l'intégration morale. Je passe très rapidement. Donc, il y a d'autres, bien sûr, types de classification. On peut parler, par exemple, de, comme le fait Stafford et ses collaborateurs. Donc, ils distinguent des types de variables selon l'axe abstrait concret et l'axe descriptif explicatif. C'est-à-dire, si je parle, par exemple, si je reste dans des variables qui sont proprement factuelles, on entend par exemple factuel, l'âge, par exemple, l'âge, le sexe, bah, par exemple, ce sont des variables factuelles qui sont dans un niveau descriptif et concret. Comportement, je peux parler par exemple, je peux monter un peu plus dans l'explicatif et dans l'abstrait. On va parler des comportements, des variables de comportement. Par exemple, le comportement économique qui rattache bon, les objets de consommation, le comportement politique, le vote, par exemple, la contribution, ou bien la participation à des partis, et ou bien on peut parler des comportements sociologiques ou bien psychosociologiques, c'est-à-dire le tourisme, les sports pratiqués, et ainsi de suite. Il y a aussi des variables de type d'environnement, bien qui abordent l'environnement des individus. Par exemple, la situation familiale, l'environnement, les conditions de travail, ainsi de suite. Je peux monter un peu dans l'explicatif, mais dans l'abstrait, je peux parler des opinions des gens, les opinions vis-à-vis, par exemple, des situations vis-à-vis des problèmes politiques, des problèmes sociaux, des problèmes sociaux, et ainsi de suite. Et aussi, je peux faire appel à des variables de type abstrait, très abstrait, et aussi, mais qui sont très significatifs au niveau de l'explication, c'est-à-dire les attitudes, qui sont, bien sûr, sont très compliquées, mais qui touchent les individus dans leur profond, dans leur profond, c'est-à-dire que ce soit leur personnalité, les dispositions internes. Bon, elles sont très complexes, mais elles sont très significatives au niveau de l'explication des phénomènes sociaux. Je vais terminer avec ce type d'explication en sciences sociales ou bien les systèmes de variables en relation causale. Je vais partir de cet exemple. Regardez avec moi ce tableau. Ce tableau est tiré d'une étude qui est faite par Lazarsfeld et qui est citée dans l'ouvrage de Boudon et Filleul dans l'analyse
ou bien l'étude, les causes, ou bien la méthode d'étude sociologique, dans ce tableau, il met en relation l'âge et l'intérêt porté à un type d'émission radiophonique qui est la musique classique. Bien sûr, l'étude de Lazarsfeld s'est intéressée à trois dimensions: les émissions radiophoniques de la musique classique, les émissions de type religieux et les émissions, ou bien les émissions qui s'intéressent aux événements politiques. Bon, moi, je vais me contenter juste d'étudier ce cas-là. Regardez bien, si on met en relation l'âge et l'intérêt porté aux émissions radiophoniques de la musique classique, il n'y a Voilà, pas vous avez 5 minutes, s'il vous plaît, vous avez 5 minutes. d'accord. Je vais D'accord? comprendre. D'accord. D'accord, Donc, merci. il y a pas de, un vrai signification entre l'âge, c'est-à-dire il n'y a pas une relation entre les deux variables, âge et intérêt porté aux radios, ou bien aux émissions de la musique classique. Donc, il n'y a pas la relation plus ou moins, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment une relation. C'est pour cela, Lazar Smith, il a essayé de faire une étude multivariée. Il a introduit une variable qui s'appelle, ou bien qui a appelé la variable test. Qu'est-ce qu'il a introduit? Il a introduit le niveau d'instruction. Regardez comment le tableau, donc, il devient. Et donc, en introduisant la variable instruction, on va distinguer ou bien on va répartir l'échantillon en deux groupes, un niveau d'instruction supérieur et un niveau d'instruction inférieur. Dans cet échantillon qui a une instruction supérieure, il y a 32% des jeunes qui s'intéressent à la musique classique. Par contre, 52 personnes qui sont âgées qui s'intéressent à la musique classique. Et pour le niveau d'instruction inférieure, les jeunes représentent 28 personnes 28% qui s'intéressent à la musique classique, tandis que 19% seulement des vieux qui s'intéressent à la musique classique dans cet échantillon qui a un niveau d'instruction inférieur. Donc, si on veut schématiser cette relation, on peut dire que lorsque l'âge augmente dans un niveau d'instruction supérieur, l'intérêt à la musique classique augmente aussi. Si l'âge diminue dans un niveau d'instruction supérieur, l'intérêt à la musique classique, il diminue aussi. Mais lorsqu'il s'agit d'un niveau d'instruction inférieur, si l'âge augmente, l'intérêt à la musique classique diminue. Et si l'âge diminue, l'intérêt à la musique classique, elle augmente. Donc, discussion, la nullité d'une relation existante entre l'âge et l'intérêt de la musique classique, au début, c'est-à-dire dans le premier tableau que nous avons cité, la relation entre l'âge et le choix de ce type d'émission a été décelée grâce à l'introduction d'une nouvelle variable, c'est-à-dire le niveau d'instruction, ce qui donne une structure causale plus complexe. On ne peut parler dans ce cas d'effet de l'âge sur l'intérêt pour la musique classique, car l'effet diffère complètement, c'est-à-dire il change de sens selon qu'on considère les personnes d'instruction supérieure ou bien les personnes d'instruction inférieure. On ne peut pas parler d'un effet de l'instruction car il varie avec l'âge. C'est-à-dire, pour les gens qui ont un niveau d'instruction supérieur, lorsque l'âge augmente, l'intérêt augmente. Et pour les gens qui ont un niveau d'instruction inférieur, lorsque l'âge augmente, l'intérêt diminue. Donc, existence d'une interrelation entre l'âge et le niveau d'instruction. L'effet de chacune de ces variables sur l'intérêt pour la musique classique dépend de l'autre variable. C'est-à-dire, on appelle cet effet l'effet d'interaction. Parfois, les relations entre les variables changent complètement. Des cas illustrés par Lazarsfeld, si vous venez à son article, illustre plusieurs cas. Donc, il est possible encore de faire intégrer d'autres variables. Donc, c'est tout. J'ai essayé faire, d'aborder quelques points relatifs aux variables.